13 tornades ont balayé la Turquie. En Pologne, un incendie de grande ampleur a fait rage. Au Japon, le mois de mai s'est divisé entre été et hiver. Et en Indonésie, un volcan est devenu un piège mortel pour les touristes. Comment s'est déroulée la semaine passée pour la planète? Découvrez-le suite dans ce bulletin. Turquie. Le 3 mai, de puissantes pluies torrentielles accompagnées d'orages, de grêles, de vents violents et d'un nombre sans précédent de tornades se sont abattues sur la Turquie. Selon la base de données européenne sur les phénomènes météorologiques graves, 13 tornades se sont formées et 9 d'entre elles étaient très puissantes, de catégorie IF2. L'ampleur des dégâts est stupéfiante. Arbres déracinés, poteaux de lignes électriques renversés, maisons et bâtiments agricoles détruits, animaux blessés. La province de Şanlıurfa a été la plus touchée. Ici, 7 tornades ont été enregistrées pendant la tempête. Dans le district de Vironşehir, le tourbillon a détruit 2 salles de mariage et un terrain de football d'une superficie de 6500 mètres carrés. Les dommages causés ont dépassé les 2 millions de dollars. Dans l'une des salles, conçue pour 2000 invités, un mariage était prévu à ce moment-là. Mais quelques jours seulement avant la tornade, il a été annulé, ce qui a permis d'éviter des conséquences tragiques. L'agriculture de la région a également subi de lourdes pertes à cause des tornades et de la grêle. Plus de 1200 hectares de plantations de pistachiers ont été endommagés. Les cultures d'ail et de blé ont également été fortement touchées. À la suite du déchaînement des éléments à Şanlıurfa, une personne est morte et 40 autres ont été blessés. Dans la province de Mardin, une tornade de catégorie IF2 a arraché les panneaux d'une centrale éolienne et solaire et a retourné plusieurs fois un conteneur dans lequel vivaient des ouvriers. 4 personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont été blessées et transportées à l'hôpital. Dans la province de Gaziantep, une tornade a soulevé un minibus à plusieurs mètres de hauteur et l'a projeté hors de la route. Les passagers ont été blessés et le véhicule a subi d'importants dégâts. Une autre tornade de catégorie IF2 a traversé la frontière avec la Syrie, a parcouru environ 7 km et a causé de graves dommages aux terres agricoles et aux infrastructures dans le district d'El-Beyli, dans la province de Kilis. Il convient de noter que sur le territoire de la Turquie, on observe une augmentation spectaculaire, en fait exponentielle, du nombre de tornades et de trombes marines, ce qui est clairement visible sur le graphique. À titre de comparaison, depuis le début de l'année 2020 jusqu'au 10 mai 2026, il a été enregistré dans le pays plus de phénomènes de ce type que pendant les 20 années précédentes. De plus, non seulement leur nombre augmente, mais aussi leur intensité, ce que confirme cette vague de tornades actuelle. Les habitants de nombreuses provinces de Turquie ont également été choqués par des chutes de neige en mai. Dans les zones de haute montagne de Düzce, il est tombé 60 cm de neige. Des engins ont été déployés pour déblayer les routes. Dans la province d'Afyonkarahisar, en raison des chutes de neige et du verglas, la circulation a été perturbée sur les principaux axes routiers régionaux reliant les régions de l'ouest du pays. Les cours ont également été annulés dans les écoles de plusieurs districts. Les brusques changements de température et la neige hors saison ont causé des dommages à l'agriculture. Dans la province de Mersin, la couche de neige atteignait 10 cm. Les vergers de cerisiers et de pêchers, qui fleurissaient à cette époque, ont souffert. Les filets anti-grêle, installés pour protéger les plantations, se sont effondrés sous le poids de la neige et une partie des arbres a été brisée. Les habitants locaux affirment n'avoir jamais été confrontés à un tel phénomène naturel en mai auparavant. Pologne. Le 5 mai, dans la voïvodie de Lublin, un incendie de forêt s'est déclaré, engloutissant le territoire de la forêt de Solska, l'un des plus grands massifs forestiers de Pologne, connu pour ses forêts de pins séculaires, ses tourbières et ses habitats d'espèces rares d'oiseaux et d'animaux. En quelques heures seulement, les flammes se sont propagées rapidement, ravageant plus de 500 hectares de forêt. La propagation rapide de l'incendie a été favorisée par un tapis forestier extrêmement sec, des vents violents en rafale et une température de l'air élevée.
Pendant plusieurs jours consécutifs, une chaleur typiquement estivale a régné. Les thermomètres sont montés jusqu'à 27 degrés Celsius. La densité des forêts de pins rendait la situation particulièrement dangereuse. Le feu passait rapidement du tapis forestier aux cimes des arbres, provoquant un feu de cime qui se propageait à une vitesse immense. Pour lutter contre le feu, des forces de presque tout le pays ont été mobilisées. Plus de 800 pompiers, plus de 200 unités de secours, des drones avec caméras thermiques et l'aviation ont participé à l'opération. L'extinction a été compliquée par un terrain marécageux difficile d'accès, un nombre limité de routes forestières et une fumée épaisse. Pendant la lutte contre l'incendie, une tragédie s'est produite. Un avion bombardier d'eau s'est écrasé. Son pilote est décédé. Selon les spécialistes, de tels incendies de forêt de grande ampleur étaient auparavant associés principalement à l'Espagne, à la Grèce, au Portugal et à d'autres pays d'Europe du Sud. Mais désormais, cela se produit de plus en plus souvent en Pologne également. Espagne. Le 4 mai, le nord-est de l'Espagne a été frappé par une série de violents orages avec des pluies torrentielles et de la grêle. La région d'Aragon a été la plus touchée, en particulier la province de Saragosse. Dans la municipalité de Gallur, une grêle intense est tombée pendant près de 40 minutes. Les éléments ont détruit plus de 300 hectares de pommes de terre, de maïs, d'orge et de luzerne, causant de graves dommages à l'agriculture. Le 5 mai, dans la région de Cantabrie, l'autoroute A67 a été recouverte de grêle de plusieurs centimètres de diamètre. L'asphalte est devenu extrêmement glissant, ce qui a provoqué un accident de la route massif impliquant 16 voitures. Mais la situation la plus dangereuse s'est développée le 7 mai dans le sud-est du pays. Des orages méditerranéens ont apporté l'équivalent d'un mois de précipitations en quelques heures seulement. Dans la municipalité de Los Alcázares, dans la région de Murcie, il est tombé jusqu'à 140 mm de précipitations. Les rues se sont transformées en torrents tumultueux, des parkings, des tunnels et les rez-de-chaussée de bâtiments ont été inondés. Dans plusieurs municipalités de la région de la Marne Nord, les cours ont été temporairement annulés et dans l'une des écoles, il a fallu évacuer les élèves. Japon. Le 4 mai, le Japon a connu un contraste météorologique hors saison. Cela s'est produit au milieu de la Golden Week, l'une des principales périodes de voyage et de vacances dans le pays. Dans le centre de Tokyo, on a enregistré 28,4 degrés Celsius. Tandis que dans la banlieue de la capitale, les thermomètres sont montés au-dessus de 30 degrés. Il convient de noter qu'une telle température est plus caractéristique de la fin juin ou de la mi-juillet, et non du début mai. Dans le nord du pays, le tableau était presque hivernal. La température est descendue par endroits jusqu'à 4 degrés Celsius et il a commencé à neiger, et les rafales de vent dépassaient 25 mètres par seconde. Dans la ville de Shiroishi, préfecture de Miyagi, on a enregistré une rafale à une vitesse de 30,3 mètres par seconde. Le vent a entraîné des conséquences importantes. Dans la préfecture de Wakayama, un arbre est tombé sur une maison d'habitation. Dans la région de Kanto, la circulation sur l'autoroute Tokyo Bay Aqua Line a été fermée pendant 15 heures. À l'aéroport de Narita, préfecture de Chiba, un avion en phase d'approche a été secoué par le vent et n'a pas pu atterrir pendant longtemps. Et à Kanagawa, un panneau métallique arraché s'est retrouvé sur les voies d'une ligne de chemin de fer, ce qui a temporairement interrompu la circulation des trains. Les chutes de neige les plus abondantes ont eu lieu dans le nord de l'île d'Hokkaido. Dans le bourg de Takinue, il est tombé 11 cm de neige en 24 heures, ce qui ne s'était pas vu en mai depuis 30 ans. Dans la ville de Wakkanai, des témoins oculaires ont décrit un temps presque hivernal. Il pleuvait et neigeait en même temps, et un fort vent de travers soufflait, rendant même difficile la tenue d'un parapluie. États-Unis. Le 6 mai, au-dessus de la partie sud de l'État du Mississippi, les conditions étaient réunies pour la formation de supercellules. De l'air chaud et humide du golfe du Mexique a rencontré des vents violents en altitude, ce qui a entraîné la formation de plusieurs puissantes tornades. Les coups les plus violents de la nature ont frappé les comtés de Lamar, Lincoln et Franklin. Une situation particulièrement difficile s'est développée dans la région des villes de Brookhaven et Bogue Chitto.
Ici, le Service météo national des États-Unis a émis une alerte de niveau supérieur. Elle est utilisée en cas de menace de dommages catastrophiques et de pertes humaines. De plus, selon des témoins oculaires, de nombreuses tornades étaient pratiquement invisibles en raison d'un mur de pluie dense. Ces tourbillons sont considérés comme particulièrement dangereux. On les remarque trop tard. L'une des tornades, selon les observations radar, a soulevé des débris à une hauteur de plus de 8 km, ce qui est comparable à la hauteur de l'Everest. Cela témoigne de la puissance colossale du tourbillon doté d'un fort courant ascendant. Ces phénomènes sont relativement rares et entraînent de graves destructions. Dans les zones touchées, plus de 400 maisons ont été endommagées. Au moins 17 personnes ont été blessées. Les gens se rappelaient comment ils s'étaient cachés dans les salles de bain et sous les meubles, essayant de protéger les enfants pendant que le vent puissant arrachait les toits et détruisait les murs de leurs habitations. Dans les parcs de caravanes, les tornades ont détruit presque toutes les maisons mobiles. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies toute la nuit. Les services d'urgence ont inspecté les bâtiments détruits, ont aidé les blessés et ont déblayé les décombres sur les routes. Malgré l'ampleur des destructions, heureusement, personne n'est mort. Yeah, this is Hailey's trailer, I'm pretty sure. Argentine. Du 7 au 9 mai, un puissant cyclone extratropical, causé par un processus de cyclogenèse, s'est abattu sur la partie centrale de l'Argentine et sa côte atlantique. Dans la province de Buenos Aires, le 7 mai, dans le district de Las Flores, une tornade a complètement détruit une maison. 4 personnes ont été blessées, dont un enfant. Dans la ville de Mar del Plata, il est tombé 105 mm de précipitations en 24 heures, ce qui correspond à près de 2 mois de pluie pour un mois de mai. Les rues se sont retrouvées inondées. Des personnes ont été sauvées de leurs voitures. Il a fallu fermer le port et les digues et annuler tous les sports nautiques. Sur la ville de Necochea, en moins de 24 heures, il a plu 3 fois plus que ce qui tombe habituellement en un mois. Les rafales de vent atteignaient 90 km/h et la hauteur des vagues près de la côte était de 7 mètres. À la nuit tombée, le 8 mai, dans la ville de Monte Hermoso, une marée de tempête a rompu la digue côtière. Les vagues ont emporté la station de sauvetage. L'eau a pénétré de 2 blocs de maisons à l'intérieur de la ville et la majeure partie des habitants s'est retrouvée sans électricité. Dans la localité de Villa del Mar, la marée a atteint près de 6 mètres, inondant les maisons des habitants locaux. Les gens ont été évacués avec la participation des forces navales et des pompiers. La tempête s'est avérée dangereuse non seulement pour la côte, mais aussi pour la navigation. Plus de 170 navires étrangers se sont abrités près des côtes argentines en raison de la menace de vagues de 12 mètres et de vents soufflant jusqu'à 140 km/h. En haute mer, une telle tempête aurait pu se transformer pour eux en naufrage massif. Les navires ont été autorisés à rester dans la zone économique exclusive, sous le contrôle de la préfecture navale, jusqu'à l'amélioration de la météo. Indonésie. Le matin du 8 mai, une éruption du volcan Dukono s'est produite sur l'île de Halmahera, dans la province indonésienne des Moluques du Nord. Un épais panache de cendres s'est élevé du cratère avec un bruit d'explosion, atteignant une hauteur d'environ 10 km. Les habitants locaux n'ont pas été touchés, car il n'y a pas de zone résidentielle à proximité. Le Dukono est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, et depuis 2008, il est classé au niveau d'alerte 2 sur 4, tandis que le rayon de la zone d'exclusion autour du cratère est de 4 km. Et même si depuis le 17 avril, après une intensification de l'activité volcanique, la zone d'ascension du volcan avait été temporairement fermée, au moment de l'éruption, le 8 mai, 20 alpinistes et touristes se trouvaient sur les pentes du Dukono. « 17 personnes ont pu être évacuées le jour même, certaines d'entre elles souffrant de blessures légères et de brûlures. Les recherches de 3 autres personnes ont été compliquées par la chute de cendres, la mauvaise visibilité et les projections de débris rocheux. En raison de la menace de nouvelles éruptions, les équipes de recherche ont dû suspendre temporairement leur travail et se retirer dans des zones sûres. Plus tard, des drones, dont certains équipés de caméras thermiques, ont été intégrés à l'opération. Le lendemain, les sauveteurs ont retrouvé les 3 personnes disparues sans signe de vie. Leur corps était enseveli sous une épaisse couche de matériaux volcaniques et de débris rocheux, ce qui a grandement compliqué l'évacuation.
Après la tragédie, les autorités ont commencé à chercher qui avait autorisé l'ascension sur cet itinéraire fermé et s'il y avait une négligence de la part des organisateurs ou des guides. Les avertissements existaient, l'itinéraire était fermé, la zone de danger était balisée. Mais un groupe de touristes s'est tout de même dirigé vers le cratère et s'est retrouvé là-bas au moment d'une puissante éruption. Les autorités supposent qu'une partie de ces personnes a pu gravir le volcan dans le but de filmer du contenu. Un représentant de l'association indonésienne des spécialistes des catastrophes naturelles a souligné que de telles vidéos forment progressivement une perception biaisée du risque. Les gens sous-estiment la menace non pas parce que le volcan est réellement sûr, mais parce que seules les personnes qui ont réussi l'ascension sont redescendues et ont publié des images spectaculaires entrent généralement dans leur champ de vision. Et les menaces potentielles, qui ne se sont pas concrétisées à ce moment-là, restent invisibles. Le danger réel persiste et peut se manifester à tout moment, sous la forme d'une expulsion de matériaux volcaniques incandescents, d'une épaisse chute de cendres, de gaz ou d'une éruption explosive soudaine. La tragédie sur le volcan Dukono a précisément démontré cela. Aucune vidéo, même la plus incroyable, ne vaut la vie d'un être humain. Les personnes qui se sont retrouvées face à la mort lors d'une catastrophe naturelle ont partagé plus tard que c'est précisément dans de tels moments qu'elles comprenaient avec une acuité particulière le caractère éphémère et dérisoire de tout le monde matériel. Et la seule chose dont elles se souvenaient au seuil de la mort était la valeur de leur propre vie. Tout le reste devient inutile, tout passe au second plan, car lorsque la vie est perdue, tout est perdu.